Salam alaikum, Azul, bonsoir. Vous n'avez pas remarqué cette montée au créneau des baronnettes et des baronnettes contre les boycotteurs? Plus on avance dans la campagne électorale et plus ils deviennent agressifs. Ils sont en train de découvrir l'ampleur des dégâts. L'immense rancœur des Algériens contre ce régime qui mène leur pays au désastre. Pourtant, toute honte bue avec le phénoménal culot que nous leur connaissons, mais aussi cette façon de considérer les choses de la façon qui les arrange, ils poussent le bouchon jusqu'à exhorter les Algériens à faire leur devoir électoral. Ou pire, ils proposent même de rendre le vote obligatoire pour forcer les Algériens à participer à des élections qui n'en sont pas. Des élections dont les résultats sont toujours connus d'avance. Et comme ils ont besoin, ces gens, d'un minimum d'électeurs dans leur bureau de vote pour pouvoir frauder, ils en sont arrivés à proposer aux gens d'aller voter même blanc. L'un d'eux a même suggéré que l'essentiel est de mettre quelque chose dans l'urne. Serait-ce un Kleenex? Vous imaginez? Et devant ce boycott massif qui s'annonce et qui diffère énormément des habituelles abstentions, le régime panique. Et plutôt que de se remettre en question, de méditer ses propres turpitudes qui ont provoqué une telle désaffection, y compris parmi leurs alliés naturels, les baronnettes et les baronnettes du régime ont choisi de faire comme d'hab, noyer le poisson. Faire endosser leur gabegie, leur échec et leur incompétence à ceux qui appellent les Algériens à boycotter massivement cette farce électorale. Et c'est donc un concert d'injures et d'accusations en tout genre contre les acteurs de la société civile qui appellent au sursaut civique. Sursaut civique. Et ça va crescendo. Cela avait commencé parce qu'ils voulaient paraître comme du mépris au mieux de l'indifférence pour le boycott. Mais devant la formidable mobilisation de la société civile et tout particulièrement des réseaux sociaux, la panique s'est installée dans le sérail. Et désormais, c'est à boulet rouge que les baronnettes et les baronnettes tirent sur les boycotteurs. Rien ne leur est épargné désormais, ni d'être accusés de vouloir plonger le pays dans la violence, ni d'être des agents de la main étrangère et autres gracieusetés du genre. Et pris dans leur fureur et leur peur de la bérésina annoncée, les baronnettes et les baronnettes ne voient même pas que plus ils vocifèrent, plus ils s'enfoncent. Aujourd'hui, le boycott, un sursaut civique, et nous nous excusons de ne pas pouvoir vous passer les trois titres journaux maintenant, nous les passerons un peu plus tard. Donc pour parler de ces charges très violentes parfois des barons et des baronnettes du régime contre ceux qui appellent au boycott. J'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Saïd Knin, militant pour les droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Saïd. Merci à toi, Djemeldine, de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Au téléphone, nous aurons depuis Alger Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Focus.
Merci Abdou Sammar d'être avec nous. Merci Jamal, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Et par téléphone aussi, depuis Paris, où elle se trouve depuis quelque temps, Amira Bouraoui, médecin à Alger. Nous l'appelons donc, elle nous parle depuis Alger. Donc, les médecins et militantes pour la démocratie. Merci Amira Bouraoui d'être avec nous. Merci à vous, merci. Merci. Alors, Saïd Aknin, d'abord, vous avez vu ces charges très violentes des barons du régime. C'est comme s'ils avaient reçu la consigne de s'attaquer très violemment aux gens qui boycottent, alors que d'habitude, ils affichent du mépris pour les abstentionnistes et boycotteurs, parce qu'ils savent. Pourquoi, cette fois-ci, montrent-ils de tels signes de panique? Vous savez, au début, ils n'y croyaient pas à ce qui allait s'opérer dans la société, dans le fin-fond de la société, parce qu'ils n'ont jamais cru au peuple. Et comme ceux qui dirigent le pays sont complètement coupés du peuple, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils croyaient que c'était, comme d'habitude, une démarche qui n'allait pas avoir de suite, une démarche qui allait s'estomper très vite. Ils croyaient qu'avec leur discours illusionniste, ils allaient allécher certains. Bien qu'ils ont réussi pour une minorité, mais ils ne réussiront jamais pour la majorité. Ils ont cru que c'était un phénomène, comme un nuage, qui allait être porté par le vent des promesses, par le torrent de l'invective, par les avalanches de l'injure et par le tourbillon de la communication. Là, ils se sont vite rendus compte que le peuple est en situation de défiance vis-à-vis de pouvoir. Mais c'est une défiance qui a changé de nature. Elle a changé de nature dans le sens que cette fois-ci, c'est une défiance de résistance, c'est une défiance de construction, c'est une défiance dont le régime n'a pas l'habitude justement d'y faire face. Quand on entend un Green dire « il ne faut pas médiatiser ce qui jette le discrédit sur les élections », ça veut dire décrédibilise. Ceux qui par exemple, décrédibilisent. Ould Abbas, son fils a vendu des têtes de liste, il ne faut pas en parler. Ça décrédibilise. Tout à fait. Ça, c'est service rendu à un certain nombre de bulles puantes qui ont commencé à éclater. Et ces bulles puantes allaient justement, non pas rajouter du discrédit, parce que la démarche, elle est déjà discréditée. La démarche des élections, à partir du moment que, bien avant, il n'y avait pas simplement un scandale, il n'y avait pas simplement un recul de plusieurs paramètres de bonne santé de la société. Je parle du pouvoir d'achat, je parle de la loi de finances, je parle de la réforme de la Constitution, je parle du niveau aussi de cette Assemblée, je parle aussi d'un certain nombre de candidats, je parle aussi des affaires d'argent, je parle aussi de l'argent qu'ils ont trouvé dans l'appartement du fils Ould Abbas, je parle aussi de la façon dont la quasi-totalité, la quasi-majorité des listes ont été confectionnées. Ils ne l'ont pas trouvé dans l'appartement du fils de Ould Abbas. Ils l'ont trouvé dans la résidence de Ould Abbas lui-même, au Club des Pins. Encore plus grave. Nuance. Ouais. Encore plus grave, encore plus grave. Mais sinon, ils les ont trouvés chez eux. Ouais. C'est le plus important, mais ça dénote une chose. Ça donne l'aperçu, le climat délétère, le climat nauséabond, le climat affairiste, le climat mafieux dont se passe actuellement, non pas les élections, mais cette parodie d'élections, cette mascarade électorale, cette kermesse où les uns ne cherchent qu'à avoir un fonds de commerce pour pouvoir avoir accès à des connaissances, pour pouvoir avoir accès à des affaires, pour avoir accès à tout ce qui est infra-peuple. C'est-à-dire, ils vont parler de tout, sauf du peuple. D'ailleurs, un élément très important, lors de la campagne électorale qu'ils font actuellement, aucun d'eux
n'explique ce qu'il va faire. Aucun d'eux ne donne des résolutions de ce que pourrait être le pays. Aucun d'eux, aujourd'hui, ne parle de la situation réelle du pays. Aucun d'eux n'assume le bilan de ZCG. Aucun d'eux ne fait le bilan aussi de sa participation ou de sa gouvernance. C'est pour cette raison, aujourd'hui, le peuple est en dehors, justement, de ces élections. Merci. Abdou Sammar, vous êtes avec nous, donc. Restez avec nous un moment. Abdou Sammar, nous allons lancer le top 3 de la presse aujourd'hui et je reviens à vous dans un moment. Algérie Focus. Législative, les boycotteurs investissent le terrain, Sellel s'énerve. Par Abdou Sammar. Jeune Afrique. Algérie, refuser la parole aux partis qui appellent au boycott, une injonction qui passe mal auprès des journalistes. Par Farid Alilet. Al Huffington Post. Pour le FFS, le boycott des élections nous conduira vers l'inconnu. Abdou Sammar. Oui, Jamal. Alors, Alger et un peu partout en Algérie, comment ça se passe? Comment les gens vivent cette campagne électorale? Est-ce qu'elle est arrivée à s'ébranler, comme ils le disent? Est-ce que les gens sont en train de s'y intéresser? Réellement, non. C'est pas surprenant. C'est quand même nouveau. Les élections législatives n'emmènent pas les Algériens dans les grandes villes. Par contre, ils ont un certain intérêt particulier dans les régions reculées et à l'arrière du pays pour la simple raison, dans ces régions-là qui sont mal médiatisées, pour ne pas dire que médiatisées, un député reste quand même un interlocuteur de la population avec les autorités. Et la population, souvent isolée ou souffrant de gros problèmes sociaux, croit savoir que grâce à ces députés, ces préoccupations pourront être résolues, etc. Donc, ces deux sont complètement différents selon quelle région, etc. Donc, l'Algérie des grandes villes, elles sont... Abdou, je me permets de vous interrompre. Il y a un petit problème de son. Je vais revenir à vous dans un moment. On va essayer d'arranger ça. Amira Bouraoui, donc, cette ambiance de la campagne électorale, comment ça se passe autour de vous? C'est essentiellement la voix des boycotteurs qu'on entend pour l'instant, et sinon en face ça gronde, mais c'est pas nouveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors des élections, des dernières élections présidentielles, enfin la mascarade qui avait eu lieu, ils avaient été un petit peu pris au dépourvu parce qu'ils pensaient passer ça sous silence. Et ils ont été pris au dépourvu et donc médiatiquement ça avait beaucoup grogné du côté de la société civile qui avait refusé ce passage en force et cette mascarade-là. Et là, avant même le début des élections, le ministre Green avait déjà, vous vous souvenez, envoyé un papier aux médias leur demandant de ne pas donner la parole aux boycotteurs, c'est-à-dire il voulait se prémunir en fait de ce qui s'était passé pendant les élections présidentielles. Et malheureusement pour eux, il y a un facteur qui a complètement changé la vie politique en Algérie et d'ailleurs la vie politique de partout dans le monde. C'est les réseaux sociaux. C'est le plus grand média aujourd'hui en Algérie et les gens viennent s'informer là et se moquent de ces élections parce qu'ils savent très bien que c'est une continuité de mascarade. Donc en fait, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es forcément contre moi. Ils n'ont aucun sens ni de la démocratie, ni comment elle se pratique, ni comment elle se vit. Donc on y va avec les menaces, avec les insultes. Justement, Amira Bouraoui, comment on y fait pour passer au début, vous prenez ça avec un certain mépris, une indifférence, parce qu'ils ont l'habitude de l'abstention. Les Algériens sont toujours abstenus, mais bon, ils avaient un minimum, surtout dans le pays profond, là où la misère règne, là où elle est endémique. Mais cette fois-ci, pourquoi donnent-ils d'un seul coup autant de signes de panique?
Parce que beaucoup de choses ont changé en fait, et leur intention avec ces législatives, c'était quoi? Ils avaient pris un gros coup pendant les élections présidentielles à cause d'un président qui n'avait pas mené campagne, qui était malade, absent. Ils ont mené campagne à sa place. Ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient de maintenir le clan qui avait tout à gagner à garder le statu quo malgré un bilan catastrophique. Et ils se sont dit qu'à travers ces législatives et en faisant venir les partis dits d'opposition à table, qu'ils allaient faire taire tout le monde à travers cette astuce-là et en fait les impliquer dans l'échec de la participation à ces législatives, parce que les périodes qui vont venir vont être difficiles économiquement parlant, et dans la société ça va gronder parce que on peut plus continuer comme ça. On a vécu, ils ont vécu essentiellement au-dessus des moyens, avec une dépendance quasiment à 100% via les hydrocarbures, et aujourd'hui ça va gronder. Et ils se sont dit, en mettant les partis dits d'opposition de notre côté, ça sera un bilan partagé par tous. Et ailleurs, il n'y aura personne pour dire voilà, vous avez échoué et voilà où vous nous avez menés et où vous avez mené la nation algérienne. Mais justement, Amira Bouraoui, justement, ce que personne ne comprend d'ailleurs, hacha les autistes, hacha les autistes, ces gens-là sont de vrais autistes. Ils sont en train de venir tous, c'est dans tout leur discours, nous dire « Vous avez vu, grâce au programme du président, vous avez vu les réalisations du président, donc il faut nous faire confiance. » Mais c'est tout le contraire. Ce programme du président est catastrophique. Ce pays a été plongé dans les abysses. Ils ont dépensé plus de 800 milliards de dollars pour rien, pour finalement creuser l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Et même ceux qui sont devenus plus riches savent maintenant qu'ils vont devenir très pauvres bientôt. Et donc, où est ce bilan du président dont il parle ? Justement, il s'agit de continuer à maquiller le temps que la pilule du 4 mai passe, pour dire par la suite, voilà, effectivement la situation est difficile, mais vu que tout le monde est assis autour de la même table, nous allons tous essayer ensemble de trouver une solution. Malheureusement, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est très difficile. C'est des gens qui n'ont absolument aucun niveau, ni en politique ni en démocratie, si ce n'est du replâtrage à chaque fois. On voit bien comment ils gèrent. La banane a augmenté, on va tout faire pour diminuer le prix, etc. Alors que nous n'avons pas à importer de la banane parce que notre situation économique est catastrophique. Et c'est des gens qui sont là en train de gérer des sujets vraiment futiles de manière ponctuelle, le temps que ça passe. Malheureusement, face à ça, il y a des gens qui sont conscients que ces gens-là ont un comportement suicidaire, et ils soutiennent en fait un peuple qui a effectivement toujours boycotté, mais un peuple dont on n'a jamais écouté ce boycott, parce que le boycott est aussi une position politique. Aujourd'hui, le plus grand parti politique algérien légitime, c'est celui des boycotteurs. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je rappelle, avant d'aller vers Abdou Sammar, d'abord que demain, vendredi, nous ouvrons le standard pour le top 3 Derja, autour du sujet de la cherté de la vie pour les produits alimentaires qui sont en train d'atteindre des plafonds, des sommets vertigineux. Et j'aimerais aussi, avant d'aller vers Abdou Sammar, vous montrer un petit zapping. Des partis agitent le spectre de l'insécurité et d'autres font dans le tourisme. فرسان النبأ حكمة القرار وقوة التنفيذ. La prise de décision et la force de l'exécution. Amira Bouraoui sur sa page Facebook. ولد عباس حان الوقت لتسليم المشعل. واش من مشعل اللي طفيتوه؟ Le moment est venu de passer le flambeau. Quel flambeau? Celui que vous avez éteint? عادل عزيزي journaliste. إلى جماعة الحريمية بلغني أن أبناء زوخ ونعيمة صالحي مقاطعين. Avis au clan des Haraimi. J'ai appris que les enfants de Zoukh et de Naïma
Salhi seraient des boycotteurs. Sur sa page Facebook, Abdelrazak El-Aïbi, qui reprend une déclaration de Ould Abbas, le secrétaire général du FLN. سنفوز ب 13 مقعد في البويرة. في الحقيقة كاين 9 مقاعد فقط. Nous emporterons 13 sièges à Al-Bouira, dit Ould Abbas Al-Bouira. Mais en vérité, il n'y a que 9 sièges à Al-Bouira. Al-Khabar, Ammar Ghoul, فضائيات وأجندات أجنبية تهدد استقرار الجزائر. Des chaînes satellitaires et des agendas étrangers menacent la stabilité de l'Algérie. Dixit Ammar Ghoul. Sur l'affiche de ce parti, nous voyons 2 dames. La présidente du parti, Naïma Salhi, que vous voyez, dont vous voyez le visage, et juste en dessous, une dame dont on a effacé le visage, une femme qui n'est là que par son voile, point barre. Sur la page de Abdelrazak El-Aïbi, qui reprend un article de presse, بشرط المشاركة الواسعة في الاستحقاق البرلماني، ولد عباس يعد برفع التجميد عن المشاريع بباتنة à la condition d'une vaste participation aux consultations électorales. Ould Abbas promet de lever le gel des projets qui ont été bloqués à Batna. MSP, Djelfa, une campagne électorale, je crois. Regardez bien. Menasra, qui fait sa campagne électorale, il se purge de son trop-plein. Geste ô combien symbolique. Mokri ravale la façade, mais il ravale la façade seulement. الاقتراح تاعي لابد التصويت يكون واجب وطني. لازم تاني يقوم بواجب نتاعو. لابد التصويت يكون اجباري في الجزائر باش كل الشعب الجزائري يخرج يصوت بقوه. تحويل اصوات لازم تاني يقوم بواجب نتاعو. تحويل اصوات المواطنين اللي هما كانوا الحزب، ولكن احنا بما ان حزب دائما في كما نقولوا بالعاميه تاعنا في كتاف الدوله. حرايمي هذا. تطبيق برنامج فخامة الرئيس منقذ هذا الوطن والمدافع الأول عليكم أنتم الطبقة الوسطى. أوكي. مسؤول في الدولة ما عندوش دور في تحضير هذه القوائم، ما يسمحش لنفسه باش يدخل في تحضير القوائم، لان انا المواطن اللي يقول لي اعطيني غير السكنه وما ينتخبش حرايمي هذا. فيها تحويل اصوات المواطنين، فيها تحويل اصوات المواطنين. اوكي. Abdou Sammar. Oui, Jamal, je vous entends. Alors d'abord, là on vous entend très bien. Abdou, M. Tebboune, il nous dit comme ça dans le blanc des yeux, il nous dit au sujet de Bouteflika, Munqidh hadha al-watan, le sauveur de cette nation. C'est pas un peu trop pousser le bouchon là? C'est pas surprenant, Jamal, de la part de Jamal Ould Abbas, qui à cause de lui, Al-Mutanabbi se retourne dans sa tombe. Je veux dire que l'art de la chita et l'art de la et les louanges ont dépassé toutes les dimensions avec Ould Abbas. Et on n'est pas. Mais là, c'est Tebboune, hein. Là, c'est Tebboune qui a dit ça. Désolé, non, j'avais mal parce que Ould Abbas avait dit pratiquement la même chose il n'y a pas très longtemps. Ouais. Si vous voulez, le gros problème en ce moment au niveau du gouvernement, au niveau de nos dirigeants, il y a ce qu'on appelle l'allégeance. Les gens, Tebboune ou Jamal Ould Abbas ou d'autres à leur place,
comme Bedoui, ministre de l'Intérieur, ou comme même Bouchouer, ou comme même Touyel, ils croient qu'en prêtant allégeance en permanence à Bouteflika, ils pourront avoir des promotions, sauvegarder leur carrière politique. Même un Ahmed Ouyahia qui ne s'entend pas du tout avec Bouteflika, où les deux hommes ne s'apprécient pas du tout, ils se sont forcés à chaque fois d'être du bien du président, à prêter allégeance, sans qu'ils le demandent. Il y a un excès de zèle culturel chez nos dirigeants, et avec cet excès de zèle, ils croient, c'est comme si on est dans un empire, dans un cours. Il y a le roi, il y a les clowns. Il y a les clowns, il y a les lèche-bottes. Ils sont obligés de se rabaisser, de cultiver, de caresser dans le sens du poil le roi, afin de bénéficier des avantages de la cour. Nous en sommes à ce niveau-là en Algérie. Mais franchement, nous, quand on fait nos enquêtes, quand on essaie de faire nos articles, quand on consulte des sources, etc., Bouteflika n'est même pas des fois au courant de toutes ces louanges détaillées, exagérées, etc. Et même, je vais te surprendre, Jamal, que lui-même est des fois étonné, que lui ou sa famille sont des fois étonnés, ils en rient. Même ils en rient entre eux lorsqu'ils lisent, ce qu'ils constatent, lorsqu'ils voient le déballage de ces louanges et de ces caresses ou tout simplement de cette chita, parce que le mot est le plus fort, avec reprendre le mot algérien chita. Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils sont choqués des fois par cet usage-là. Et combien de chiites a cru que ça va lui valoir une carrière politique, et finalement, il a été écarté de manière honteuse. Rappelez-vous des épisodes de Amara Ben Younes, ou des épisodes de Ammar Road, et d'autres encore. Abdou, et la corporation, les journalistes, comment ils sont en train de réagir donc à ce dictat de Green qui leur enjoint d'abord de respecter une sorte de cahier de charge non dit, de ne pas couvrir, de ne pas donner la parole aux boycotteurs, de ne pas relayer des informations qui pourraient décrédibiliser les élections, même si elles sont vraies, ces informations. Les journalistes, comment ils réagissent? En fait, il y a plusieurs collèges de journalistes en Algérie, et tu le sais très bien, mon cher Jamal. Il faudrait peut-être toute une émission pour faire l'autopsie de la corporation en Algérie. Il y a plusieurs collèges de journalistes. Il y a le collège à qui j'appartiens, il nous semble, les médias électroniques, etc., qui ne reconnaissent aucune instruction du ministère de la Communication, qui ne reconnaissent aucun pouvoir du ministère de la Communication. Moi, c'est moi le rédacteur en chef de mon média. Hamid Green n'est pas mon rédacteur en chef, il ne le sera jamais, ni à ma mort, ni pendant ma vie, ni etc. Donc, c'est un non-événement pour le collège auquel j'appartiens. Il y a un autre collège, celui des médias publics, comme tu le sais. C'est pas la peine de tirer sur une ambulance. Franchement, les médias publics en Algérie, avec la Corée du Nord, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, la question qui s'interroge, pourquoi travailler encore dans un média public en Algérie? C'est une question de conscience que les journalistes de ces chaînes-là doivent se poser. Il y a beaucoup de... Est-ce que nous avons perdu Abdou? Nous allons essayer de le retrouver. Saïd, l'autre, comment il s'appelle? Moi, j'oublie, j'ai une sorte de délestage de légitime défense. Pardon, j'allais dire les sales types. Je ne veux pas dire ça. Les gens antipathiques, je ne retiens jamais leur nom. Tu fais bien. Je me déleste, hein, c'est une sorte de... C'est pour une raison d'hygiène personnelle. Voilà, exactement. Alors, M. Roul, pour ne pas le nommer, a parlé donc des chaînes satellitaires qui sont en train, qui ont des agendas et qui sont dans des logiques de main étrangères. Tout le monde sait, c'est très simple, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, que la seule chaîne satellitaire qui est en train de tomber à bras raccourcis sur cette farce électorale, c'est le Maghrébia. Comme ils n'ont aucun argument, ils essayent à chaque fois. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui est porté par l'avalanche, il s'accroche même au cactus ». Là, ils sont en train de s'accrocher à n'importe quoi pour nous sortir de leur boîte noire à chaque fois une recette. Des fois, c'est la main étrangère. Des fois, c'est l'ennemi intérieur. Des fois, c'est l'ennemi médiatique. Là, c'est l'ennemi médiatique. En effet, ils parlent de nous. Ouais. Le Maghrébia. Maghrébia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un travail pédagogique. Elle fait un travail de vérité. Ce travail de vérité, en effet, dans cette situation où il y a une confusion générale, où tout peut s'acheter et se vendre, il y a peu
il y a peu dans cette situation qui oseraient dire la vérité et rien que la vérité. Et comme eux, ils ont des frontières cognitives, en font de la pensée unique. Ça, c'est très important. Il faut qu'on l'intègre dans notre raisonnement pour qu'on comprenne leur psychologie. Ils ont des digues cognitives. Ils n'arrivent pas à penser qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour, avec tous les moyens qu'ils ont mis en place, avec tous les moyens qu'ils ont dépensés pour pouvoir acheter la paix sociale, que réellement le peuple leur échappe. Et là, ils cherchent les longs termes. C'est vrai, hein, ils doivent avoir une sorte de digue dans leur tête. Tout à l'heure, je lisais, c'est Lel, ce qu'il vient de dire, là, il vient de déclarer. Il a dit, non, le kdeb haram. Le mensonge est un péché. Moi, je ne peux pas me permettre de mentir. Haram, je ne m'enkdebsh. Moi, j'ai failli me taper la tête contre le mur d'à côté. Oui, mais Jamel Din, moi, je l'ai dit plusieurs fois, ils sont en politique. Je ne juge pas les personnes, là je juge les personnes morales. En politique, ils sont atteints de ce qu'on appelle la schizophrénie. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Eux-mêmes, quand ils tiennent un discours, ils sont convaincus que ce qu'ils tiennent, non seulement c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est du bourrage de crâne. Mais à ce point, c'est Lel qui dit moi je ne mens pas. C'est incroyable. Là. Mais ils peuvent le dire, mais ils ne sont pas convaincus par ce qu'ils disent. Et là, ils font la course, justement. Quand on voit un foisonnement d'interventions qui ont le même sens, qu'est-ce qu'ils font? C'est la cour au roi. Ils sont en train de faire la cour au roi pour celui qui va y aller le plus loin dans la surenchère. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de frôler les lignes rouges, allant jusqu'à utiliser ce qu'on appelle du terrorisme politique. Je m'explique d'une façon très simple. Quand on dit à celui qui ne vote pas, qui boycotte Haramia, ça veut dire quoi? Quand on dit on fait une concomitance entre la sécurité, et là, c'est une menace. Ce n'est pas décrire les choses, ce n'est pas... Et bien que l'objectif... Comment ça, une menace? Ils nous disent, par exemple, ils nous disent attention, si vous ne votez pas, vous risquez de syrianiser l'Algérie. Vous risquez de revenir aux années rouges. Exactement. C'est une menace. Et ça, c'est une menace. On dit au peuple, nous faire peur. On dit au peuple, oui. Ça, c'est la stratégie de la terreur. On dit au peuple, si vous ne votez pas, voici ce qui va vous arriver. Il va vous arriver pourquoi? Parce que cette carte, la carte du terrorisme résiduel, c'est eux qui l'ont toujours utilisée. Et là, ce n'est pas nous qui le disons. Et là, il y a des hommes qui ont de la conscience, que ce soit de la haute hiérarchie militaire, que ce soit des journalistes, que ce soit des intellectuels, que ce soit des gens qui, à un certain moment, ont cohabité, oui. Ont approuvé ce genre de technique, de méthode, à savoir le terrorisme pédagogique, à savoir le terrorisme résiduel, à savoir le terrorisme à la carte, à savoir le terrorisme géographique, à savoir le chaos local. Tout ça, c'est des techniques qu'ils ont utilisées pour pouvoir mater le peuple. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire attention, si vous ne votez pas, on va recréer la violence. C'est pour cette raison qu'il est impératif aujourd'hui de les mettre en garde. Que si ce pouvoir, le commandement militaire, la présidence, les cercles de la mafia sont mis en garde que si le cheveu d'un Algérien est touché, nous allons répondre pacifiquement, descendre dans la rue, et ça pour que cesse le sang des Algériens de couler. Et ça, on les met en garde encore une fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une inconnue. Il y a aussi un élément nouveau dans leur fonctionnement. C'est qu'aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les militaires sont des enfants du peuple. Ces gens-là, ils ne vont plus appliquer les instructions qu'on leur donne, le commandement militaire. Là, je ne suis pas très d'accord. À un certain niveau, moi, je suis certain qu'il y a des enfants d'honneur, qu'il y a des enfants de bonne famille, qu'il y a des enfants, enfants qui n'iront pas dans cette stratégie de sanguinarisation de l'Algérie. Et on a beaucoup qui ont un poste dont ils ne rêvaient pas, un salaire qui dépasse souvent celui de ceux qui enseignent à l'université, des privilèges en tout genre, justement, pour qu'ils puissent marcher sur le corps de leur propre mère.
Exactement. Ça, vous le savez très bien. Il y a un autre élément. Donc, il ne faut pas trop tabler sur ça que les policiers, les gendarmes, les militaires ne vont pas tirer sur le peuple. Je suis très loin de la révolution des œillères. Je suis très loin que des œillets. Des œillets, oui. Que les jeunes officiers mettront sur leur fusil des fleurs. Je suis très loin de ça, mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que les enfants de bonne famille resteront à jamais de bonne famille. J'espère qu'ils vous auront entendu. Abdou Semmar, je reviens à vous pour une question d'équité dans les interventions, de temps. Abdou Semmar, d'habitude, ce régime ne panique pas devant l'abstentionnisme qui est devenu quasi une constante nationale, allez, pour reprendre leurs propres termes. Pourquoi ? Parce que dans le pays profond, là où il y a le plus de misère, là où il y a vraiment, où les gens sont complètement délaissés, abandonnés, livrés à eux-mêmes, ou alors livrés à des féodaux locaux qui les pressurent et qui les oppriment. Mais ces gens allaient voter quand même. Et c'était même la base électorale du régime. Or, maintenant, il semble que ce ne soit plus le cas, que ces gens ne vont pas voter comme ils ont l'habitude de voter. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, Jamal, il faut restituer les choses dans leur contexte. Les wilayas où il y avait le plus de votes, c'est les wilayas où il y avait le plus de garnisons militaires. Ça, c'est une donnée importante à comprendre. Il y a Tindouf, toujours un taux élevé de participation, parce que Tindouf est une région surmilitarisée. La plupart des wilayas du sud du pays sont des wilayas surmilitarisés, avec beaucoup de garnisons militaires, et ces militaires-là votent, quelquefois ils votent et ils revotent, et comme l'armée est une institution complètement pure, le vote militaire, il est toujours utilisé pour booster, pour traficoter les chiffres, et malheureusement, vous savez, la grande muette, ici en Algérie, on ne pratiquement pas en parler, c'est un sujet tabou, mais c'est ça qui est une réalité sociologique et politique dont il faut prendre soin. Ce ne sont pas de la faute, ce n'est pas de la faute des Algériens de l'intérieur du pays, si la mascarade électorale fonctionne, vraiment pas de leur faute, ce sont des wilayas qui sont sous-peuplés, c'est des wilayas où ils accordent énormément d'infrastructures militaires, et ça, il faut le comprendre. Maintenant, pourquoi dans certaines régions on vote beaucoup plus? Je l'ai expliqué tout à l'heure, avant de ce scoop, il faut comprendre ces régions Jamel, elles ne sont pas du tout médiatisées. C'est des régions, il n'y a pas beaucoup de correspondants, elles sont très loin des projecteurs médiatiques d'Alger, des grandes villes du pays. Nous, pour y aller, moi, j'en parle en connaissance de cause parce que je fais souvent le tour du pays et c'est pas du tout évident pour aller dans ces régions-là. Nous avons un grand pays qui fait très bien. Paris, il est plus proche d'Alger que Adalab ou Tamanrasset. C'est vraiment pas facile. Donc ces gens-là, pour eux, les députés, ce sont un trait d'union entre eux, entre les autorités. Et les députés du Sud, par exemple, d'intérieur du pays, sont complètement différents des députés du Nord. Certains de ces députés-là sont de bonne foi. Ils disent, voilà, nous sommes un pays où personne ne nous entend, on veut aller à Alger au Parlement pour faire entendre notre voix. Et effectivement, ils essaient de le faire. Donc c'est une réalité sociologique et politique complètement différente. Très, très, très différente. Abdou Semmar, pourquoi sommes-nous en train d'assister alors qu'au début, ils étaient méprisants, indifférents à l'endroit des boycotteurs et puis maintenant, c'est comme s'ils s'étaient réveillés ou qu'ils ont senti qu'il y a le feu dans leur baraque. Pourquoi cette vindicte, cette hargne contre les boycotteurs? Pourquoi cet ostracisme? Pourquoi veulent-ils les faire taire? À votre avis, qu'est-ce qui a dicté ce changement d'attitude? En fait, les boycotteurs cette année, jamais, c'est des troubles faits. Parce que le régime, dans sa métamorphose, dans sa mutation, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, mais il y a une mutation et des métamorphoses qui sont dictées par une conjoncture locale, nationale et internationale. Et ils ont négocié avec tous les partis. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de boycotteurs, jamais. Il faut le dire, il faut. La plupart de toutes les formations politiques participent. Oui, mais les réseaux sociaux, Abdou, les réseaux sociaux, ce sont des milliers de gens qui sont en train, ce sont des journalistes citoyens qui sont en train de... Okay. Moi, je parle sur le plan politique. J'arrive à la population générale. Sur le plan politique, le boycott n'est pas puissant. Les appareils djihadistes et quelques autres partis, le RCD participe, le FFL participe, le MSP participe, même le NDS participe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un pacte politique entre les régimes, des négociations en cours entre le régime et ses formations politiques, dans l'espoir qu'il y ait des compromis favorables au changement, à la démocratisation,
Ça, on le saura plus tard. Mais il y a des négociations en cours. Le régime en veut aux boycotteurs parce qu'ils n'ont pas accepté de négocier, d'entrer dans ce processus-là. Maintenant, la population. La population, encore une fois, elle réagit à des degrés différents. Oui, sur les réseaux sociaux, on est en train de moquer, on est en train, etc. Ce rendez-vous n'est pas pris. Moi, j'ai fait un article hier. On prend les réseaux sociaux, on prend les affiches bizarroïdes de ces partis, on décortique les slogans, ça fait rire, etc. Mais encore une fois, il y a plusieurs types d'Algériens. Les Algériens du Nord et les Algériens de l'intérieur du pays ne réagissent pas de la même manière. Quoi qu'il arrive, ne pas voter chez l'Algérien ordinaire, mais il signifie boycotter. Parce que boycotter, c'est une action politique. L'Algérien ordinaire n'est même pas conscient. Il ne participe pas. Il ne va ni voter ni participer. Il est complètement indifférent. Il ne faut pas mélanger l'indifférence avec une action politique ni le boycott. La résignation d'un côté et l'activisme de l'autre. Voilà, absolument. Si beaucoup d'Algériens ne votent pas, ça veut pas dire qu'ils sont tous d'accord avec Gilles Djebel. Sinon, Gilles Djebel aurait pu changer de pays. Vous l'imaginez bien. Pas du tout. C'est le fatalisme, c'est l'indifférence. Je dirais même pas la résignation. Les Algériens ne sont pas résignés parce qu'ils font des émeutes, ils protestent, donc ils ne sont pas résignés, ils sont fatalistes. Ils ne croient pas à la processus politique. Ils préfèrent dialoguer, affronter directement le régime. On ne croit pas aussi. Restez avec nous, Abdou, je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui, Abdou Semmar vient de nous dire quelque chose de très intéressant au sujet de ces partis, ces formations politiques qui participent. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, je vais la fonder, je vais la baser sur des chiffres. Par exemple, si nous prenons les chiffres de 2012, où en réalité, ils ont eu 15% de participation. Bon, mais allez, prenons les chiffres du régime. Un peu plus de 30%. C'est leur vrai chiffre. Après le bourrage et la fraude. 30%. C'est quoi ces partis qui tous réunis autant qu'ils sont, n'arrivent même pas à mobiliser 30% des électeurs et qui viennent après nous dire, avec un air goitreux, nous sommes des grands partis, le peuple nous fait confiance, nous le représentons, puisque nous avons été élus. Élus par qui, Amira Bouraoui? En fait, il y a un phénomène en Algérie où les Algériens ne croient plus, et depuis un moment déjà, aux différentes formations politiques. Et puis, c'est pas spécifique à nous, ça aussi. C'est-à-dire les vieux partis classiques, etc. On n'y croit plus. Ils ont démontré leur échec à plusieurs reprises. Et à chaque fois, on s'est rendu compte qu'ils avaient une position et à la saison suivante, ils avaient une autre position. C'est difficile d'expliquer à un Algérien comment un parti politique qui était contre un 4e mandat, alors que ces gens-là qui ont poussé et qui ont fait un coup de force à la République algérienne, ou ce qu'il en reste comme institution, participent aujourd'hui aux élections législatives faites sous ce même 4e mandat qu'ils n'ont pas reconnu. Ça n'obéit à aucune logique. C'est quoi la politique? La politique, c'est d'abord et avant tout de la logique et de la cohérence. Quand on n'en a pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de conviction. Quand il n'y a plus de conviction, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique dans ces partis politiques-là. Donc, en fait, ça fait longtemps que ça boycotte par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça parle de son boycott, ça le défend et surtout, ça dit pourquoi ça ne participe pas. Et finalement, les seuls à faire de la politique aujourd'hui, c'est les citoyens qui ne sont pas dans ces partis politiques-là, classiques. Amira Bouraoui, dans votre page, d'ailleurs, une remarque très intéressante que nous avons déjà repris dans notre zapping, où vous nous dites ce qu'a dit Walid Abbas au sujet du flambeau. Expliquez-nous un peu. المشعل قال لك حان الوقت باش يمدوا المشعل كي تجيك من واحد في عمره 80 سنه c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de risibles, c'est des gens qui font rire, hein. Sauf que quand c'est l'avenir, ton avenir, celui de tes enfants, des générations futures qui en dépendent, c'est vrai que bon, on rit un petit peu jaune.
حان الوقت pour nous donner المشعل. تسليم المشعل. تسليم المشعل والمشعل طفاوه. طفاوه c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. ما عندهم ما يسلموا. لازم يروحوا ويكونوا عاقلين et surtout qu'on ne nous menace pas. Parce que c'est vrai que les menaces montent crescendo là. On a déjà eu droit à plein d'insultes quand on a été contre le 4e mandat. On a traité tout le monde, les journalistes, les citoyens qui se sont opposés à ce coup de force-là. On les a traités de sionistes, de vouloir déstabiliser l'Algérie dans laquelle ils vivent, etc. Alors que c'est faux, que c'est complètement faux. Mais est-ce que ce n'est pas très légitime de leur part, Amira Boraoui? Mettez-vous un peu à la place de ces gens, de ces messieurs qui vous accusent d'être la main étrangère des sionistes. Mettez-vous à la place. Ils sont gentiment installés. Ils sont en train de se mettre beaucoup de fric, beaucoup bail, comme on dit en Algérie, dans la poche. Et puis vous venez là les déranger, vous les empêcher de nourrir leurs enfants. Vous voulez les priver? Nourrir leurs enfants, ils ont de quoi les nourrir. Pendant 36 générations, ils ont dilapidé 800 milliards de dollars. Ils sont assis sur l'avenir de la nation et l'avenir de nos enfants. Qui, à chaque fois qu'il y a un jeune qui atteint un petit peu l'âge de la conscience, son seul rêve, c'est de quitter le pays. On n'a plus envie de voir nos enfants s'en aller. On voudrait les voir évoluer ici, dans leur pays, penser leur avenir, penser à avoir un logement et ne pas attendre d'avoir 40 ans pour se marier. On veut les voir rêver, voyager, revenir à chaque fois chez eux. On en a marre d'envoyer nos compétences à l'étranger. Et à force de les envoyer à l'étranger, aujourd'hui, regardez notre classe politique. Elle est inconsciente, elle est pas consistante, elle n'a pas de projet, elle ne sait pas débattre, elle ne sait qu'insulter, elle est arrogante. On n'a plus de niveau. On a fait fuir tout le monde. Restez avec nous, Amira, je vais faire un dernier tour de micro, à peu près 2 minutes chacun. Saïd, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui leur arrive, ces gens. Ils croient à ce point eux-mêmes que ce boycott va être un tournant, parce que cette façon de s'énerver, de cette vindicte, ils sont en pleine hystérie. Pourquoi? Ils y croient vraiment? S'ils ne croyaient pas, ils n'auraient pas monté en puissance dans la violence. Ils n'auraient pas mobilisé autant de moyens allant jusqu'à mettre des projets d'État en concomitance avec la participation, allant jusqu'à mettre un droit du citoyen. Je croyais qu'ils allaient me parler d'un droit opposable au logement, d'un droit opposable au travail, d'un droit opposable, c'est-à-dire à la dignité. Mais là, ils parlent de la concomitance. S'il y a une très forte participation, je vais débloquer, dégeler les logements, les projets. Mais ça, c'est du fétichisme politique. Il n'y a pas plus bas que ça. Il n'y a pas plus vil que ça. Il n'y a pas plus... je n'arrive même pas à trouver les mots, que cette manière de faire de la politique. Cette manière, c'est une manière de la pensée unique. Ils ont l'habitude, effectivement, de fonctionner ainsi. Dans leur rang, ils ont toujours fonctionné ainsi. Soit vous faites ça, soit vous n'aurez absolument rien. Soit vous vous mobilisez à la qasma, à la muhafada, à tel bureau, à tel parti, à telle réunion, et vous vous inscrivez dans telle liste, sinon vous n'aurez rien. Il n'y a pas d'ascétisme politique, il n'y a pas d'ascétisme militant avec ces gens-là. Le deuxième élément, quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de partis nous parler d'inconnus, aujourd'hui la seule certitude c'est quoi? La seule certitude c'est que le pays s'achemine vers le chaos. La deuxième certitude c'est que le pouvoir il est illégitime et il veut créer une épidémie d'illégitimité. L'épidémie d'illégitimité en invitant tous ces partis qui nous ont parfois habitués à construire l'espoir d'une Algérie de demain. Et aujourd'hui, après avoir boycotté les présidentielles, ils participent à une élection. Aujourd'hui, il y a 2 éléments qui sont très importants et je termine avec ça. Pourquoi qu'il y aura boycott et pourquoi qu'ils ont peur? Ils ont peur parce qu'il y a 2 inconnus. La première, c'est le pays profond. Bien que je diverge avec mon ami qui vient juste de passer avant,
Abdou. Et là, le pays profond, avec ce qui s'était passé avec le gaz de schiste, il y avait une prise de conscience. Il est vrai, c'est des régions surmilitarisées. Il est vrai, mais par contre, le peuple ne votera pas. Et le peuple, que ce soit Khanchila, que ce soit Tamnarasit, que ce soit Ain Saleh, que ce soit Tougourt, que ce soit An'ama, que ce soit Al-Ghouat, que ce soit Ouergla, et je parle avec des gens chaque jour, ils ne vont pas aller voter. Ils ne vont pas y aller voter, non pas dans le sens de l'indifférence, dans le sens du silence, mais le silence dans cette situation est une forme de résistance. Ces gens-là, ils sont prêts à se mobiliser, mais l'essentiel, c'est de voir devant eux des assets militants, des assets politiques, des gens qui vont les servir et non pas se servir, des gens qui ne vont pas les trahir, des gens qui vont dire vrai, des gens qui vont être honnêtes, des gens qui vont servir le pays, la patrie, le peuple demain, et non pas. La deuxième inconnue, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une désaffection plus importante. La désaffection, elle se situe où? Et cette désaffection, elle leur fait craindre le pire après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait des concomitances. Aujourd'hui, on vend du rêve. Aujourd'hui, on fait des promesses. Est-ce qu'ils vont les tenir? Vu la situation du pays, vu les situations des finances du pays, est-ce qu'ils vont les tenir aujourd'hui que les caisses sont vides alors que hier, les caisses, quand elles étaient pleines, ils n'ont tenu aucune promesse, sauf les promesses des leurs, sauf les promesses de leur famille, sauf les promesses de leurs proches, sauf les promesses de ceux qui vont aujourd'hui accepter les quotas. Et là, je reviens sur ça. Effectivement, ce n'est pas une élection du peuple, c'est une élection des quotas. Je vais vous donner un exemple. Je connais l'Île-de-France, je connais la zone 1, comme ma poche. Si demain, il y a un candidat d'une telle chapelle qui sort, je saurai que c'est les quotas. C'est la même chose, c'est la même chose dans d'autres zones. Et c'est la même chose, chacun de nous, qu'on connaît l'espace dont il vit. Aujourd'hui, le peuple, il dit une simple et unique chose. Nous voulons participer avec des gens intègres, des gens honnêtes à la réhabilitation du politique et de la politique et le sursaut démocratique. Voici ce qu'il dit le peuple. Merci, Saïd. Abdou, très rapidement, Abdou, on vient de le perdre. Amira, donc le mot de la fin vous revient, je vous en prie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent ce suicide. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, en ne faisant pas leur mea culpa et en ne partant pas de manière pacifique, et en ne permettant pas au pays d'avoir sa transition pour avoir des gens intègres et surtout compétents au pouvoir, ils vont eux seront la cause de l'instabilité. Et ça ne sert à rien d'accuser à chaque fois. Le monsieur avait dit tout à l'heure qu'ils ont ce virus de la pensée unique et ils sont tous là en train dans la cour du roi avec beaucoup de fous alors qu'on est censé en avoir qu'un seul. Ils sont là en train de s'agiter, de s'exciter pour pouvoir maintenir leur style de vie, qu'ils le maintiennent. Ils ont assez volé comme ça, mais qui permettent enfin à ce pays de respirer et de pouvoir réhabiliter le politique et de donner la chance à ceux. Moi, j'ai des souvenirs pendant le 4e mandat qui disaient qu'il y a un changement. Il y a beaucoup d'Algériens qui comptaient rentrer chez eux, de laisser tout ce qu'ils ont ailleurs et de rentrer dans leur pays et de participer à sa construction. Qu'ils partent. Merci Amira Bouraoui, merci Saïd Aknin, merci Abdou Sammar. Avant de vous quitter, de vous remercier d'avoir suivi cette émission, tu voulais présenter... En effet, notre ami, oui. Aliette Joudi, vient de perdre sa mère. Oui. Nous lui avons présenté nos condoléances hier. À mon tour, de lui présenter à lui, à sa famille, à ses proches, à tous ceux qu'il aime, mes sincères condoléances. Merci. Et nous aussi, nous renouvelons nos condoléances et nos regrets. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.